Merci, Daniel. Pour cette séance de clôture, je vais passer la parole à Takahiro Wada. Nous avons eu des commentaires très sympathiques sur YouTube et je vais passer la parole à Takahiro Wada. J'aimerais... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Je suis Takahiro Wada. J'ai commencé à travailler dans ce domaine en 91. J'ai été directeur de recherche et je suis passé en 94 dans une nouvelle fonction et j'ai continué à faire des recherches. Notre premier intervenant est présidente de la Société française de physique. Elle a travaillé pour Saint-Gobain comme un directeur de recherche chez Saint-Gobain. Catherine Langley. Elle a reçu demande 2012 un prix. Catherine Langley, la parole est à vous. Je vais partager nous vous entendons. Et est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui. Très bien. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais me mettre en plein écran. Quand les organisateurs de ce séminaire, et plus particulièrement Daniel Linco, m'ont demandé de dire quelques mots pour la cérémonie de clôture, je me suis interrogée sur la forme que pourrait prendre cette présentation. Et après avoir réfléchi à l'œuvre et à la vie d'Edmond Becquerel, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de partager avec vous ce soir quelques réflexions qui font que je pense qu'Edmond Becquerel peut être une source d'inspiration pour les physiciennes et les physiciens d'aujourd'hui. Alors, si vous m'autorisez, je commencerai par un témoignage personnel pour vous dire qu'il a été finalement une source d'inspiration pour moi, parce que j'appartiens à la génération de ceux qui, à la fin des années 70, après la première crise pétrolière, première crise de l'énergie, se sont intéressés à l'énergie solaire. Et j'ai donc eu la chance de faire mon stage dans un labo du CNRS à Odeillo, où se trouve le four solaire, et j'ai travaillé sur les maisons solaires que vous voyez sur l'écran en bas à gauche, les maisons dites de murs trombes. Et je suis ensuite partie en Californie, mais malheureusement, quand je suis revenue de Californie, là où il se passait beaucoup de choses dans le domaine du solaire, il n'y avait pas d'entreprise susceptible de m'embaucher. Et je suis rentrée, comme il a été rappelé, chez Saint-Gobain, parce que je me suis souvenue que les miroirs du four solaire avaient été fabriqués chez Saint-Gobain. Donc, je suis rentrée chez eux, j'ai fait toute ma carrière en recherche. Et ce qui est amusant, c'est que dans les années 2000, quand j'étais directrice de recherche, j'ai eu l'occasion à nouveau de coordonner pour Saint-Gobain des recherches sur l'énergie solaire, parce que Saint-Gobain, qui maîtrise très bien les dépôts de couches sur verre, avait imaginé de pouvoir fabriquer des cellules solaires de type CIGS, mais malheureusement, de même qu'en 1977, je n'ai pas pu trouver de travail parce que l'énergie était pas encore assez chère. Et bien, dans les années 2000, lorsque Saint-Gobain a voulu lancer ses produits, les cellules chinoises étaient à trop bas coût et Saint-Gobain a dû renoncer. Alors, ça illustre bien que la saga du photovoltaïque peut être citée comme un bon exemple d'aller-retour entre finalement de la recherche fondamentale et de la recherche industrielle. Et je vous ai mis sur cette diapositive une copie d'un écran d'une leçon que Didier Roux a donnée au Collège de France en avril 2017. Et Didier Roux, dans sa chaire sur l'innovation, aime expliquer qu'entre le moment d'une découverte, et là évidemment on parle de la découverte de Becquerel en 1839,
entre le moment de cette découverte et puis de la vraie innovation, c'est-à-dire de l'utilisation de cette découverte pour un marché donné, eh bien, il se passe beaucoup de temps. Et souvent, il y a, après la découverte, des gens qui redécouvrent la découverte. Et là, j'ai marqué, enfin, Diderot a indiqué en 1954, bien entendu, les Bell Labs qui vont produire la première cellule solaire au silicium, plutôt pour des applications de satellites. Et il faut encore attendre un certain temps, donc, pour que le photovoltaïque trouve vraiment son application de production d'énergie. Donc, entre Becquerel, qui ne cherchait pas du tout à produire au départ de l'électricité, et puis là où nous en sommes maintenant, il a fallu un certain temps. Et il y a eu donc beaucoup d'allers-retours, on vient d'en parler dans la session parallèle, et il y aura encore beaucoup d'allers-retours entre la recherche fondamentale et la recherche industrielle. Sur ce graphique, vous voyez représenter les meilleurs rendements des cellules solaires et des modules solaires pour différentes générations. Alors, pas toutes, mais depuis les perovskites jusqu'aux premières, les siliciums. Et vous voyez bien entendu qu'il y a toujours une différence entre les meilleurs modules industriels silicium et ce que l'on peut faire de mieux dans les laboratoires. Mais petit à petit, cet échange fertile entre les scientifiques, le milieu académique et les ingénieurs et les milieux industriels font que les rendements de ces modules ne cessent d'augmenter. Donc, c'est un bel exemple en soi, l'industrie photovoltaïque et la recherche photovoltaïque. Alors, si on revient maintenant à Edmond Becquerel et ses relations avec la Société française de physique, je pourrais rappeler que c'est à la fin du 19e siècle qu'ont commencé à être créées les premières sociétés savantes académiques. Et en fait, c'était parce qu'à l'époque, il avait été observé que certaines institutions, comme l'Académie des sciences, étaient un peu trop élitistes. Et donc, il y a eu un mouvement de création de sociétés beaucoup plus ouvertes aux personnes qui voulaient échanger sur une discipline donnée. C'est comme ça qu'a été créée, par exemple, comme il est indiqué ici, la Société chimique de France, puis la Société mathématique de France, et qu'en 1873, il y a un groupe de physiciens qui aimaient se retrouver pour parler de physique à l'École normale supérieure, qui ont décidé de créer formellement une société ouverte pour promouvoir la physique et la partager avec le plus grand nombre. Alors, si vous allez sur le site de la SFP, il y a un certain nombre d'archives et dans les archives, on peut lire qu'à la première réunion de la Société française de physique, il semblerait que Antoine Becquerel, le père d'Edmond, était présent et que Edmond Becquerel, pour sa part, a été nommé par acclamation, parce que c'était quelque chose qui se faisait à l'époque, membre honoraire. Et comme cette société, donc comme les autres, se voulait ouverte, eh bien, il était d'usage d'y présenter des travaux. Et Edmond Becquerel a donc présenté des travaux lors de séances où étaient présentées donc des expériences intéressantes. Et puis, son fils, plus tard, est devenu lui-même président de la Société française de physique. Alors, je crois sincèrement, même si je ne suis pas une spécialiste de la vie d'Edmond Becquerel, que l'on peut considérer qu'il a toutes les qualités d'un physicien d'aujourd'hui. On a vu que c'était un expérimentateur qui avait le goût de la physique appliquée. On a rappelé qu'il a été président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Mais c'était donc un expérimentateur, mais aussi quelqu'un qui publiait. Il a écrit de très nombreuses publications. Et de manière intéressante, c'était avant tout un expérimentateur et par rapport à d'autres scientifiques de son époque, il n'aimait pas le formalisme, enfin, il n'était pas obsédé par le formalisme mathématique, ce qui fait qu'il était un enseignant assez apprécié parce que assez accessible, n'étant pas trahi par les mathématiques, on peut dire. Et puis, à une époque où la chimie et la physique n'étaient sans doute pas des disciplines aussi distinctes qu'elles peuvent être aujourd'hui, on peut vraiment dire que c'était un physicien chimiste. Et j'en profite pour faire une transition parce que dans le monde d'aujourd'hui, les physiciens et les chimistes sont de plus en plus amenés à travailler ensemble pour répondre aux défis de demain. Et j'en veux pour preuve que très récemment, en avril 2018, la Société française de physique et la Société chimique de France, dans le cadre du débat public de programmation pluriannuelle de l'énergie, ont toutes les deux publié de manière concertée ce qu'on appelle des cahiers d'acteurs que vous pouvez retrouver sur le web ou sur notre site pour faire des préconisations
quant à ce qu'il fallait faire en termes de recherche pour la transition énergétique. Alors, je ne vais pas vous détailler ces cahiers d'acteurs, mais j'ai trouvé intéressant de vous faire deux citations. Donc, le premier morceau choisi, vous l'avez maintenant sur l'écran, appelle évidemment à produire de l'électricité par les renouvelables, en citant d'ailleurs la recherche de très haut niveau qui existe sur le photovoltaïque en France, et encore une fois, on l'a vu là il y a un instant, et qui appelle à trouver des solutions à partir de procédés électrochimiques et chimiques, et comme on l'a dit tout à l'heure, ne pas oublier non plus la stabilité des réseaux de transport d'électricité associés. Et puis, au-delà de cet appel à de l'électricité par les renouvelables, ce cahier d'acteurs faisait aussi une place importante à la place que doit avoir la recherche dans cette transition énergétique, en rappelant, et je trouve que cette citation, elle est vraiment à méditer pour cette journée Becquerel, puisqu'il est mentionné que le système énergétique de l'humanité, eh bien, il a été construit en grande partie au cours des 2 siècles derniers, à partir de découvertes, donc exactement ce qu'on a vu pour Edmond Becquerel, souvent inattendues, et là encore c'est le cas, et grâce à des chercheurs de toutes disciplines. Et parce que ces recherches ont pu être valorisées ensuite par des industriels, que ces résultats vont petit à petit contribuer à cette transition énergétique et à nous aider à développer l'énergie de demain. Alors, cette place de la recherche, à titre personnel, j'aimerais ajouter pour cette cérémonie de clôture quelques points qui me tiennent particulièrement à cœur. D'abord, ne pas oublier, parce qu'en France, c'est un sujet qui reste encore à améliorer, l'importance de la formation par le doctorat et sa reconnaissance, parce que c'est une formation exceptionnelle à la recherche, par la recherche. Et j'ai pu observer dans ma vie d'industriel combien les physiciennes et les physiciens qui étaient passés par un doctorat étaient capables de s'attaquer à des problèmes très difficiles. Et ce que j'ai pu observer aussi, c'est que pour toute innovation, la diversité est absolument essentielle, qu'elle soit de genre, qu'elle soit de discipline, aussi de génération et bien entendu culturelle, parce qu'il ne peut pas y avoir d'innovation sans cette diversité. Et je vous appelle d'ailleurs à aller sur notre site de la SFP où vous pourrez trouver notre charte pour la parité dans les conférences scientifiques que nous espérons partager de plus en plus avec d'autres sociétés savantes. J'aimerais aussi souligner, comme je l'ai fait très rapidement, l'importance de l'enrichissement mutuel entre la recherche fondamentale et la recherche industrielle, et cela sans qu'il n'y ait d'assujettissement entre l'une et l'autre. On l'a vu, Becquerel a trouvé l'effet photovoltaïque par hasard, donc la recherche sans finalité reste très, très importante pour pouvoir développer l'industrie de demain. Et enfin, en cette période de Covid, je crois que nous avons tous en tête combien l'intégrité scientifique, combien l'intervention des scientifiques dans leur communication, qu'elle soit écrite ou orale, est importante, et combien l'intégrité est une valeur absolument essentielle, et que Edmond Becquerel, on a parlé de ses controverses avec Biot, a toujours eu à cœur de valider ces résultats et de les challenger. Si vous allez au Jardin des Plantes, vous pouvez voir une allée qui est consacrée à la famille Becquerel, que vous voyez sur cette diapositive, l'allée des Becquerel. Et finalement, il me semble que cette allée, eh bien, elle devient une avenue ou un boulevard pour les physiciens du XXIe siècle, pour qu'ils puissent relever tous les défis de demain, parce qu'on a parlé de production d'énergie, mais on peut aussi parler d'efficacité énergétique, de mobilité durable, de santé, d'informatique quantique, de matériaux, puisque les matériaux, certains d'entre eux vont devenir rares. Et donc, les physiciennes et les physiciens d'aujourd'hui ont vraiment tout intérêt à marcher dans cette allée et à contribuer aux défis de demain. Pour conclure, le séminaire s'appelle « Une passion pour la lumière » et on a tous en tête le livre que Edmond Becquerel avait écrit intitulé « La lumière, ses causes et ses effets ».
Et c'est assez intéressant de noter que les derniers prix Nobel de physique français se sont aussi, eux aussi, intéressés de très près à la lumière, que ce soit Serge Haroche, qui a été récompensé pour la manipulation des systèmes quantiques et la création de photons uniques, ou bien entendu, Gérard Mourou pour ses travaux sur les lasers. Et comme vous le savez peut-être, Serge Haroche vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « La lumière révélée ». Donc, quelque part, on peut dire que l'héritage d'Edmond Becquerel est vraiment très vivant et que c'est à nous tous de continuer à nous en inspirer pour le faire fructifier. Voilà les réflexions que je voulais partager avec vous à l'occasion de cette cérémonie de clôture et je vous remercie pour votre attention. Thank you, Dr. Langret. Merci, Dr. Langlais.